Bonjour et bienvenue dans ce cours de recherche opérationnelle destiné aux étudiants en économie et gestion. Alors il s'agit du deuxième chapitre de notre cours, après celui dédié à la programmation linéaire que nous avions vu ensemble en cours présentiel. Alors ici, je vais vous faire découvrir de nouveaux outils de modélisation qui se basent sur un nouveau principe, celui de la théorie des graphes. Alors avant de commencer, je tiens à vous informer que je serai disponible pour répondre à toutes les questions ou au moins aux questions les plus fréquentes posées par des étudiants. Vous avez donc en bas ma boîte email. Alors la théorie des graphes représente une grande partie de la théorie dédiée à la recherche opérationnelle. Elle ne date pas d'aujourd'hui. En effet, et depuis au moins le XVIIIe siècle, les premiers problèmes liés à la théorie des graphes commençaient à être posés et aussi les chercheurs commençaient déjà à trouver des méthodes et des modèles capables de répondre à des questions de déplacement, des questions liées au transport ou encore à la détermination d'itinéraires liés, on va dire, à l'activité humaine de manière générale. Alors, parmi ces exemples, j'ai retenu 3 ou 4 exemples devant vous ici. C'est des exemples très connus que nous allons essayer de développer ensemble dans la suite du cours. Alors, tout d'abord, le problème du chemin le plus court. Alors, c'est un problème qui est très facile à poser et actuellement, il existe des méthodes très robustes qui sont capables de vous déterminer en un clin d'œil avec des logiciels quel est le meilleur itinéraire pour aller d'un point A vers un point B. Alors nous verrons la méthode de Forbes qui permet de répondre à ce genre de problème. Deuxième type de problème, c'est le problème des flots. Alors très sollicité, surtout en logistique, le décideur cherche à déterminer quelle est la capacité maximale qu'il peut d'un produit ou d'une matière première ou encore de personnes qu'il peut faire acheminer d'un point A vers un point B en utilisant tous les chemins possibles sur le réseau. Donc, contrairement au problème du plus court chemin, il ne s'agit pas de déterminer un chemin, mais il s'agit d'utiliser tous les chemins possibles en fonction de leur capacité respective pour essayer d'augmenter le flot entre une source, un point source et une destination. Troisième type de problème que nous allons essayer de voir dans ce cours, c'est le problème de connexion minimale de plusieurs éléments. Les éléments peuvent être des entreprises, ils peuvent être des villes, comme ils peuvent être des ordinateurs ou encore tout simplement des personnes. La question qui se pose ici est comment déterminer la connexion la moins chère ou la connexion la plus rentable encore une fois. Donc le critère sera choisi en fonction de la nature du problème. Et enfin, le dernier problème, le problème du voyageur du commerce, qui est connu aussi pour d'autres types de problèmes, comme le problème du facteur, etc. Il s'agit pour une personne ou une entreprise de déterminer quel est l'itinéraire, le meilleur itinéraire pour faire la tournée d'une personne ou d'une voiture ou d'un livreur sur plusieurs éléments qui peuvent être des clients ou des entreprises, etc. Donc là, nous sommes au point de départ et nous cherchons à visiter un certain nombre d'éléments situés sur un réseau de transport,
un réseau routier ou un réseau ferroviaire, etc., de manière à minimiser le coût global de transport. Voici donc 4 exemples de type de problème. Bien entendu, je n'ai pas le temps de vous parler d'autres exemples, mais vous pourrez aller chercher sur des sites spécialisés, et ils sont nombreux, et vous aurez plus d'exemples, des fois plus difficiles à comprendre, vu que la théorie des graphes nécessite un minimum de maîtrise d'un langage mathématique dédié justement aux outils qui sont les graphes ici. Alors un dernier exemple peut-être, j'ai tenu à le présenter séparément parce que c'est un exemple historique. C'est un exemple qui est présent dans presque tous les bouquins ou encore dans toutes les présentations d'introduction de la théorie des graphes. C'est celui des ponts de Königsberg. Alors Königsberg, une commune qui continue d'exister en Europe. La carte que vous avez devant vous, c'est une carte qui a au moins 2 siècles, mais la carte actuelle de Königsberg, c'est tout simplement la ville de Kaliningrad, une ville russe qui se trouve un peu vers l'ouest de la Russie. Alors, la question est la suivante. Étant donné qu'un fleuve traverse cette ville, il sépare la ville en 4 zones, ou 4 quartiers. La zone A, la zone B, la zone C et la zone D. Et ces zones sont reliées par des ponts, ils sont en rouge, en nombre de 7. La question est de savoir si c'est possible ou pas de trouver un chemin de promenade qui va passer par tous les ponts, mais sans répétition. C'est-à-dire que chaque pont sera traversé une seule fois. Et nous verrons plus tard que cette question peut être transformée en un petit exercice de la théorie des graphes. Alors passons maintenant à la présentation de l'outil de travail. Alors il ne s'agit pas de fonctions linéaires comme en programmation linéaire, il ne s'agit pas de déterminer des variables décisionnelles, mais il s'agit de représenter une situation donnée sous forme d'un graphe. Alors qu'est-ce que ça veut dire un graphe? Alors un graphe, c'est un ensemble de points reliés par des traits, les traits ou des liens tout simplement. Vous avez ici deux exemples. Un exemple à gauche, l'exemple d'un graphe qui relie 5 sommets. Alors les points s'appellent des sommets. Les sommets sont X, Z, E, M et Y. Alors qu'à droite, un deuxième exemple, le graphe relie les sommets D, A, B et C. La différence entre les deux graphes présentés, elle est double. Tout d'abord, le graphe de gauche a des valeurs sur les liens. On dira alors que c'est un graphe valué. Le graphe de droite, les valeurs n'existent pas, donc c'est un graphe non valué. Mais vous remarquerez avec moi que les liens sont orientés. Ce sont des flèches. Alors on dira que le graphe est orienté. En définitive, on peut énumérer 4 situations possibles. Soit que le graphe est non orienté et qu'il est valué, mais il peut être aussi non orienté et non valué. Troisième cas, le graphe qui est orienté avec des valeurs. Et le dernier cas, le graphe orienté sans valeur. Devant vous, vous avez juste 2 exemples. Le premier, c'est un graphe orienté évalué. Le deuxième, c'est je me trompe encore. Le graphe non orienté évalué. Et à droite, vous avez un graphe orienté et non valué. Sachez que dans ce cours, je me limiterai à évoquer juste ce qu'on appelle les graphes simples. Autrement dit, nous n'aurons pas le droit
de connecter un élément X avec lui-même. Donc vous n'aurez jamais une flèche qui part d'un élément et qui revient sur lui-même. Nous n'aurons pas aussi le droit de connecter deux éléments X et Y par deux flèches différentes. Ce sont donc des restrictions que nous allons adopter dans certaines méthodes de ce cours. Alors on parle alors de graphe simple. Si jamais ces deux éléments, ces deux restrictions ne sont pas prises en compte, on parlera alors de multigraphe, ce qui ne fait pas partie de ce cours. Voilà, pour retourner aux quatre types de graphes que j'ai présentés tout à l'heure, vous avez une slide ici intéressante, où vous avez les quatre situations possibles. Orienté, évalué, vous avez des flèches et des valeurs. Orienté, donc des flèches et non valué, il n'y a pas de valeur, etc. Donc vous avez ici les quatre types de graphes possibles. Passons maintenant à d'autres représentations d'un graphe. Tout d'abord, comment représenter un graphe par sa matrice? J'ai pris l'exemple que vous avez à gauche d'un graphe orienté et qui n'a pas de valeur. Alors, la matrice contiendra autant de lignes que de sommets. C'est-à-dire, si j'ai 4 sommets dans le graphe, la matrice aura 4 lignes et 4 colonnes. Chaque sommet aura sa ligne et sa colonne. Et alors, les valeurs que je vais mettre dans la matrice, vous aurez remarqué que c'est une matrice binaire, ça veut dire qu'elle ne contient que des 0 et des 1. 0 quand il n'y a pas de lien et 1 quand il y a un lien. Alors, par exemple, de A vers B, il y a un lien. Il est là le lien, A vers B. Je mets donc 1. A vers C, il y a un lien. A vers D, il y a un lien. Il y a un lien entre C vers B. Vous pouvez le vérifier ici, C vers B, il y a, etc. Autrement dit, le nombre de 1 dans la matrice est égal au nombre de flèches dans le graphe. Et on a une équivalence entre le graphe et sa matrice. Vous remarquerez avec moi que tout ce que j'ai dit ici, c'est pour un graphe orienté et non valué. Si maintenant j'ai des valeurs, eh bien au lieu de mettre un 1, je mettrai la valeur. Par exemple, si j'avais de A vers B 10, je mettrai au lieu de ce 1, 10. Ainsi de suite. Voici les 4 situations illustrées, une par une. Je vais présenter une ou deux et je vous laisserai faire le reste. Alors, le premier exemple que je prends, l'exemple d'un graphe non orienté évalué. Voilà un petit exemple ici d'un graphe de 3 sommets. Il n'y a pas d'orientation et il y a des valeurs. La matrice correspondante contient donc 3 lignes, 3 colonnes et je mets une valeur là où il y a un lien. Donc de A vers C, je mets 4. Mais puisque ce n'est pas une flèche, c'est un lien, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Donc j'ai aussi C vers A égale 4. La même chose, BC 3 et C vers B 3. Donc je remarque que quand le graphe est non orienté, sa matrice sera symétrique. Deuxième exemple, graphe orienté, cette fois-ci évalué. Alors, orienté, évalué. Je pense que j'ai oublié d'orienter ici. Donc, finalement, c'est un graphe qui est non orienté ici. Vous corrigerez s'il vous plaît. Il est non orienté, évalué. Donc, nous sommes dans la même situation que cet exemple ici. Dernier exemple, le quatrième, un graphe qui est orienté cette fois-ci. Il y a bel et bien des flèches, mais il n'y a pas de valeur. Donc, c'est comme l'exemple que nous avons vu dans le slide précédent. Regardons ce cas pour ne pas l'oublier. Un graphe non orienté
et il n'y a pas de valeur. Alors à ce moment-là, vous aurez des valeurs 1, mais dans les deux sens, A vers C et C vers A. Donc A vers C, vous avez 1, C vers A égale 1. Et la matrice sera là aussi symétrique. Donc en fonction de la situation et du problème, des fois nous utiliserons des graphes orientés ou non orientés, valués ou non valués. Mais dans tous les cas, nous avons la possibilité de représenter le graphe par une matrice. Une deuxième manière pour représenter les graphes, mais cette fois-ci orientés, donc tout ce que je dis dans ce slide, c'est juste pour les graphes orientés. J'ai pris un exemple d'un graphe orienté à gauche et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire le dictionnaire des précédents. Bien, le dictionnaire des précédents, c'est tout simplement, je construis un petit tableau avec deux colonnes, pardon. Une colonne X où je mets les sommets et une deuxième colonne que j'appelle prédécesseur ou tout simplement précédent, où je vais mettre pour chaque sommet quels sont les précédents de ce sommet, c'est-à-dire les points qui mènent vers ce sommet. Commençons par le sommet A. Quels sont les sommets qui mènent vers A? Je regarde le sommet A, il est là. Aucun sommet ne va vers A, parce que toutes les flèches ne vont pas vers A. Donc il n'y a pas de sommet qui mène vers A, c'est-à-dire des précédents de A. La situation pour B est différente. Eh bien, A va vers B, donc A précède B. La même chose pour D et pour C. B, donc, a 3 précédents. Le point C, il reçoit une seule flèche qui vient de A. Le point D reçoit 2 flèches, une qui vient de A et l'autre de C. Et donc voilà ce qu'on appelle le dictionnaire des précédents. L'utilité de ce dictionnaire, c'est qu'il permet de reconstituer le graphe quand on n'a pas le graphe. Autrement dit, dans certains exercices, on ne vous donnera pas le graphe, on vous donnera juste le dictionnaire. Et à partir de ce dictionnaire, vous serez capable de reconstituer le graphe, parce que il suffira de dire il y a une flèche de A vers B, une flèche de D vers B, une flèche de A vers C, etc. Et vous remarquez le nombre de précédents ici total. Si vous faites le total, il y en a 6. Ça veut dire que le graphe contient 6 flèches. Attention, les dictionnaires des précédents ne peuvent être construits pour les graphes non orientés. Voici quelques exemples de graphes très particuliers, mais qui ont une importance dans certaines méthodes de la théorie des graphes. D'abord, les graphes sous forme de cycles. Comme l'indique leur nom, c'est des graphes fermés, où on peut faire le tour en partant d'un point, d'un sommet, parcourir les autres sommets et se retrouver à nouveau sur le sommet de départ. C'est-à-dire, je pars de A, je vais vers C, D, B, et à un certain moment, je reviens au point de départ. Donc, c'est un circuit fermé. À droite, vous avez un deuxième exemple d'un cycle, mais qui est orienté. Donc, il peut être non orienté ou il peut être orienté. Deuxième type de graphe particulier, ce sont les chaînes ou les chemins. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? Eh bien, on part d'un point de départ, mais on ne reviendra jamais à ce point. Parce que si jamais on retrouve A dans notre chemin, ça voudra dire que nous avons un cycle. Donc, une chaîne, c'est une suite de sommets, l'un mène vers l'autre, et on aura un dernier sommet. Donc, il y a un premier sommet et un dernier sommet. On pourra dire le sommet départ, le sommet arrivée. Pardon. Alors, nous allons voir en particulier dans la question liée au chemin le plus court qu'il s'agit de chercher une chaîne
de longueur minimale. Les graphes connexes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe connexe? C'est un graphe où tous les éléments sont reliés entre eux, soit directement, comme 1 et 2, soit indirectement, 2 et 4. Je peux aller de 2 en transitant par 5 vers 4. Je suis désolé. Alors je reprends le graphe en bas, c'est un graphe qui n'est pas connexe. On dit non connexe. Tout simplement parce que, par exemple, je ne peux pas aller de 1 vers 6. Il y a une sorte de rupture qui fait que le graphe se compose de deux composantes. La composante 5, 6, qui sont en lien entre eux, et une deuxième composante 1, 2, 3, 4. Le premier graphe qui était connexe, il n'y avait qu'une seule composante. Tout le monde est relié dans une même. Alors passons maintenant à des situations où on peut représenter un problème décisionnel ou tout simplement une situation de gestion par un graphe. Je vous propose de voir quelques exemples, en commençant d'abord par notre exemple de départ, l'exemple des ponts de Königsberg. Un deuxième exemple sur la question des parcours sans répétition, ce qu'on appelle aussi les tournées commerciales. Une question d'emploi du temps ou encore de planning. Et enfin, une question de répartition de personnel en équipe. Reprenons l'exemple de Königsberg. Je vous rappelle tout à l'heure les données. Une ville traversée par un fleuve qui la sépare en 4 zones et on dispose de 7 ponts. Alors, si on veut traduire cette donne sous forme d'un graphe mathématique, alors qui dit graphe dit d'abord, il va falloir dire c'est quoi les sommets, et ces sommets-là, ils sont reliés par des liens. Alors, que représenteront les sommets et que représenteront les liens dans cette carte réelle? Alors, je vais vous dire directement, parce qu'il y a une part de logique, et j'espère que tout le monde va être d'accord, les 4 zones que j'ai nommées 1, 2, 3 et 4, ce sont des zones qui sont reliées entre eux par 7 ponts. Par exemple, la zone 1 est reliée à la zone 3 par un seul pont. La zone 4 est reliée à la zone 2 par 2 ponts. Ainsi de suite. Ce qui veut dire que les ponts jouent un rôle de liaison. Ce qui me laisse penser à mettre les ponts comme étant les liens dans le graphe. Autrement dit, mon graphe aurait 7 liens qui représenteront les 7 ponts. Et ces liens vont relier des sommets. Donc logiquement, les sommets seront les quartiers. Voyons ça de manière concrète. Voilà le graphe qui va représenter la ville de Königsberg. Vous avez le quartier 1 au nord, le quartier 2 au centre, le quartier 3 à l'est et enfin le quartier 4 au sud. Entre 1 et 3, il y avait un pont, je mets un lien. Entre 3 et 2, il y avait un pont, je mets un lien, etc. Et vous pouvez compter le nombre de liens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça correspond exactement au nombre de ponts. Deuxième exemple, celui de ce qu'on appelle la tournée sans répétition. Alors, la question ici est la suivante. Je dispose de 16 segments. Alors, les 16 segments, ce sont les côtés des 5 rectangles que vous avez devant vous. Par exemple, voilà un segment. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, ainsi de suite.
si vous faites le compte, vous aurez 16 segments. La question est la suivante. Est-il possible de tracer une courbe, c'est-à-dire un chemin, qui va parcourir, qui va traverser les 16 segments sans répétition? Je suis en train de tracer, par exemple, une courbe, mais ce n'est qu'une tentation. Et maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, on a le droit de commencer par n'importe quel point de départ. Je peux être là au départ, je peux choisir d'être là ou à l'extérieur. Remarquez juste avec moi que les 16 segments, je suis en train de faire cette remarque-là, ces segments divisent l'espace en 6 zones. Les 5 rectangles et la zone extérieure. C'est une zone qui entoure les 5 segments. Je suis en train donc de définir des zones comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour les ponts de Königsberg. J'avais des quartiers séparés par l'eau. Alors la question, c'est comment tracer cette figure qui n'est pas un graphe, c'est une figure réelle, comment la transformer, comment la modéliser sous forme d'un graphe. Voilà le graphe qui va modéliser cette carte. Alors, à première vue, ça paraît un peu bizarre, mais regardez de près. Je commence par nommer les zones par A, B, C, D, E et F. Je dispose donc de 6 zones que je place en sommet. Pourquoi j'ai mis A au centre et les autres autour de A? Parce que tout simplement la zone A, elle a un contact avec toutes les zones, avec la zone B, avec la zone D, E, F et C. Donc je m'attends à ce que A ait des liens avec tous les autres sommets. Maintenant les liens. Les liens, il suffit de voir par exemple entre B et C, entre la zone B et la zone C, il y a combien de frontières communes? Une seule. Donc je viens et je mets B vers C, un seul lien. Tout à l'heure c'était des ponts, ben cette fois-ci c'est des frontières, c'est des séparations. Un autre exemple, entre D par exemple et A. A c'est la zone externe. Vous remarquez avec moi qu'il y a deux côtés. Donc entre A et D je vais mettre 2 liens. Et je vais continuer comme ça jusqu'à placer les 16 segments qui deviennent 16 liens. Je vous fais remarquer que dans ce cas, le graphe obtenu n'est pas un graphe, mais un multigraphe. Parce que je n'ai pas oublié tout à l'heure, j'avais dit, dans les graphes simples, on n'a pas le droit de relier 2 sommets par 2 liens différents. Mais j'ai gardé cet exemple juste à titre d'illustration. Un autre exemple intéressant, connu dans la théorie des graphes sous les emplois du temps, la confection des emplois du temps. Les emplois du temps pour nous, ça résonne pratique, mais c'est carrément toute une famille de problèmes en recherche opérationnelle. Voici un exemple. Par exemple, comment établir un planning d'examen avec des contraintes entre matières. Je prends donc un établissement universitaire et qui est sur le point de programmer 7 épreuves de rattrapage. Et comme vous le savez très bien, dans les examens de rattrapage, nous avons souvent des étudiants qui ont certaines matières, mais qui n'ont pas d'autres matières à repasser. Donc la question qui se pose, c'est comment programmer les 7 examens, quitte à faire des examens en parallèle, mais à condition qu'il n'y ait pas d'étudiants en commun. Alors c'est ça ce que j'essaie d'expliquer ici. Je vous donne la liste des matières qui ont des étudiants en commun. Donc qui ne peuvent être programmés en même temps. Par exemple, la matière 1 a des étudiants en commun avec la matière 2, avec la matière 3, avec la matière 4 et la matière 7. La matière 2, on a déjà dit
elle avait des étudiants en commun avec un, mais en plus de ça, elle a des étudiants en commun avec la troisième matière, avec la quatrième matière, la cinquième matière et la septième matière, etc. Donc, comment représenter visuellement, avec un graphe, cette situation? Je pense que tout le monde va se dire les sommets vont être les matières, ce qui est exact. Et donc, je vais mettre des liens entre deux matières si ils ont des étudiants en commun. Donc, j'aurai autant de liens que d'étudiants en commun. Donc, je peux compter un lien, deux liens, troisième lien, quatrième lien, ainsi de suite. La situation suivante. Les 7 matières sont les 7 sommets. Et je vais mettre un lien chaque fois que deux sommets ont des étudiants en commun. Voilà ce qu'on obtient dans cet exemple. Dernier exemple. Comment gérer, comment répartir des individus dans des équipes avec la contrainte de, on va dire, de cohabitation entre les différents employés. Alors je m'explique. Je dispose de 8 commerciaux notés de A à H. Et je vous donne un tableau qui vous résume la situation d'entente entre les uns et les autres. Chaque fois qu'il y a une croix, ça veut dire que les deux personnes ne sont pas prêtes à travailler dans une même équipe. Exemple, monsieur ou madame A ne veut pas, n'est pas prêt à travailler ni avec B, ni avec C, ni avec D, ni G, ni H. Et alors, dans la deuxième ligne, j'ai la situation pour le deuxième employé. Alors, remarquez avec moi que ce tableau, il est symétrique. C'est-à-dire que quand A ne s'entend pas avec B, nous n'aurons pas B s'entend avec A. Nous aurons la même chose pour B avec A. Donc, finalement, dans ce tableau, on peut se limiter juste à regarder de près la moitié du tableau. Parce que l'autre moitié ne nous donne pas des informations nouvelles. Alors, comment transformer tout ça sous forme d'un tableau de sommets et de liens? Les sommets seront bien entendu les commerciaux et les liens seront... Alors, et c'est là où il y a la difficulté, il y a deux choix possibles. Soit je décide de représenter les non-ententes, et donc je vais mettre des liens là où il y a des croix, soit je serai tenté, pour une raison ou une autre, de retenir comme lien les gens qui s'entendent, et je mettrai donc un lien entre A et E, un lien entre A et F, etc. Alors c'est en fonction de la question posée, c'est en fonction du problème, c'est en fonction de l'objectif de la modélisation que nous choisirons, par exemple, de représenter les liens par les croix, ou de représenter les liens par l'entente, c'est-à-dire absence de croix. Dans cet exemple ici, là je rappelle juste la symétrie du tableau, et donc nous allons juste représenter les liens correspondant à la moitié supérieure du tableau. Et ça va donc simplifier la représentation de notre graphe. Voilà le graphe qu'on obtient, qui résume un petit peu. Alors là, j'ai choisi de représenter la situation où les commerciaux ne cohabitent pas. C'est-à-dire chaque lien correspond à une croix sur le tableau. Maintenant, je vous laisse faire le graphe qui correspond à la situation d'entente. Donc je compte sur vous pour faire le graphe où nous avons les liens qui représentent le fait que les employés s'entendent. Alors, dans la dernière partie de ce cours, je vais passer maintenant à la présentation d'une première méthode de résolution, après avoir vu quelques situations de modélisation.
Alors, première méthode, qui est aussi la méthode la plus simple, la méthode de Ford. Une méthode qui a été élaborée dans les années 50-60 du siècle dernier, qui actuellement se trouve dans tous les logiciels dédiés à la gestion de trafic ou encore de livraison, des problèmes de transport, et bien sûr de manière interactive. On n'a pas besoin d'aller l'utiliser mathématiquement. Alors, situation de départ. Je dispose d'un réseau de transport. Ça peut être un réseau routier qui relie plusieurs quartiers. Ça peut être un réseau de bus avec plusieurs arrêts possibles dans une ville où nous avons facilement 100 à 200 arrêts. Ça peut être aussi un réseau d'aéroports qui contient une centaine d'aéroports ou 500 aéroports répartis dans plusieurs continents. Et la question, donc oui, je souligne que dans la méthode de Ford, les graphes seront orientés, donc il y aura des flèches. Quand je dis je vais aller de Casa vers Alger, donc c'est le sens Casa-Alger. Évaluer. Alors la valeur désignera soit la distance qui les sépare, soit le coût pour aller d'un point à un autre, soit la durée, etc. La question, c'est qu'on va se fixer un sommet de départ et un sommet d'arrivée. Et nous allons essayer, dans l'objectif, de déterminer le chemin ou la chaîne la plus courte, c'est-à-dire comment passer de X vers Y et que le chemin parcouru soit le plus court possible. Condition théorique à respecter, il faudrait vérifier que vous disposez d'un graphe qui est orienté, des flèches, évalué. Donc on connaît les valeurs. Parce que si on ne connaît pas les valeurs, comment cherchera-t-on le plus court? Donc le plus court, c'est par rapport aux valeurs données. Je rappelle qu'un graphe orienté évalué est équivalent à une matrice. Donc souvent, on vous donnera la matrice comme élément de départ. Voilà donc un exemple où je vous donne une matrice. Alors les zéros, je ne les ai pas mis parce qu'ils vont juste encombrer la présentation. Normalement, je dois mettre un 0 ici, un 0 là. Donc là où il y a un vide, il y a un 0. Je l'ai d'ailleurs écrit en bas. Donc la situation est la suivante. Je dispose de 7 sommets. S, K, J, T, U, L, E, en ligne et en colonne. J'ai mis les valeurs qui correspondent aux liaisons. Par exemple, de K vers S, 1. De T vers E, 1. Ainsi de suite. Regardez le sens. Le sens là, il est important parce que si jamais je mets la flèche dans le sens contraire, ben, il va falloir dire de S vers K1. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc voilà la situation de départ. Et à partir de ce tableau, nous allons essayer de déterminer le chemin le plus court entre, et je choisirai un exemple, par exemple, entre le point J et le point E. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le point de départ et le point d'arrivée. Mais avant même de se poser la question de quel point vers quel point, j'ai mis à gauche ici deux petits exemples pour illustrer qu'est-ce que veulent dire les valeurs, même si je l'ai déjà dit dans des slides précédents. J'aurai par exemple le S vers T égale 1. Pourquoi? Parce que de S vers T, ça vaut 1. K vers T, ça vaut 3. À droite, et ça va être très important pour la suite, je vous rappelle la notion de précédent. Si je prends le point S, pour connaître ses précédents, c'est-à-dire les points qui mènent vers S, ben, il suffit de voir la colonne de S. Elle contient 3 valeurs, ça veut dire qu'il y a 3 précédents. K, J et U. Donc je dis précédent de S, K, J, U. Cela me permettra de remplir le dictionnaire des précédents que j'ai déjà présenté tout à l'heure,
qui consiste à dresser la liste des sommets et à mettre pour chaque sommet quels sont ses précédents. Vous remarquerez avec moi ici que le J n'a pas de précédent. Pourquoi? Parce que dans la colonne J, il n'y a aucune valeur, donc aucun lien. Alors la méthode de forme. La méthode de forme qui vise à trouver le chemin le plus court, mais qui passe par plusieurs étapes préliminaires. La première étape va être d'abord de représenter le graphe, parce que nous ne disposons pas de graphe, nous avons une matrice. Alors comment passer de la matrice au graphe? Il va falloir être un peu intelligent et organiser d'abord les différents sommets, ce qu'on appellera les niveaux du graphe. Alors je vais le faire avec vous en détail. Nous allons d'abord voir comment répartir, comment classer les sommets en plusieurs groupes. Et à l'aide de ces niveaux, nous allons procéder à la construction d'un graphe structuré qu'on appellera graphe ordonnancé en niveau, qui veut dire tout simplement le graphe fait en respectant l'ordre des niveaux. La dernière étape sera le cœur de la méthode de forme, c'est-à-dire, et seulement à la dernière étape où on commencera à faire le calcul du chemin le plus court. Alors, illustrons ça dans notre exemple, à l'aide de notre exemple. Voilà tout d'abord, la première des choses à faire, c'est d'abord d'établir le dictionnaire des précédents. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, à côté de la matrice, on peut obtenir le dictionnaire sans aucune difficulté. J'avais déjà expliqué comment on obtient les précédents de S, précédents de K, précédents de J, il n'en avait pas. Alors, essayez de voir vous-même, à partir de la matrice, quels sont les précédents de T, U, L, E. Vous obtiendrez bien entendu ce dictionnaire-là. Alors, à partir de ce dictionnaire, je vous rappelle qu'on a dit qu'on doit déterminer les niveaux. Alors, les niveaux, comment définir les niveaux? Tout d'abord, le premier niveau va contenir toujours les sommets qui n'ont pas de précédent. Dans notre exemple, il n'y a qu'un seul sommet qui n'a pas de précédent. C'est le sommet J. Si on avait d'autres sommets, eh bien on les ajoutera aussi dans le niveau 1. Donc ici, je me limite à mettre juste le sommet J. Comment je vais définir le deuxième niveau? Alors le deuxième niveau, je vais mettre les sommets qui ont pour précédent J. Autrement dit, tous les sommets qui ont des précédents qui se trouvent dans le niveau 1. Alors j'ai mis K. Pourquoi K? Parce que le point K, il a pour précédent J. Le point U, il a pour précédent J. Donc ce sont les deux points qui vont être mis dans le niveau 2. Alors, de la même manière, je vais continuer à construire des niveaux. Le niveau 3, je vais mettre les sommets qui ont pour précédent soit dans le niveau 2, soit dans le niveau 1, c'est-à-dire dans les niveaux déjà passés. Qu'est-ce que j'ai dans les niveaux passés? J'ai J, K et U. Je cherche donc dans le dictionnaire quels sont les sommets qui ont pour précédent des sommets qui se trouvent parmi ces trois-là. Quand je jette un coup d'œil, je trouve d'abord S, qui est exactement KJU. Alors attention, c'est le seul. Parce que quelqu'un pourrait me dire, mais monsieur, il y a aussi le point T. Non, le point T, il y a le S. Mais alors, qu'est-ce qui manque à KJU? Il y a le K, mais le S, il ne figure pas dans le niveau 1 ou 2. Donc, le seul point que je vais mettre dans le niveau 3, c'est le point S. Une fois que j'ai terminé le niveau 3, je cherche le niveau 4 avec la même règle. Quels sont les sommets qui restent, qui ont leur précédent dans les niveaux précédents, c'est-à-dire tous leurs précédents sont là-dedans.
Alors là, je vérifie pour T, il y a pour précédent et K. S et K là, sont là-dedans. Donc je mets T. La même chose pour L. Une fois que j'ai terminé le niveau 4, je passe et je vais continuer à faire des niveaux jusqu'à ce que je termine tous les sommets. Dernier niveau dans notre exemple, le point E, parce que les précédents de E, S, T, L, eh bien, se trouvent parmi l'un des niveaux déjà cités. Voilà donc un exemple pour expliquer comment on construit les niveaux. Dans cet exemple, je dispose de 5 niveaux. Et ces 5 niveaux me permettent d'orienter un peu mon graphe de manière judicieuse pour que le graphe soit orienté et toutes les flèches du graphe vont être orientées vers le même sens, c'est celui des niveaux. Voilà comment j'ai obtenu ce graphe. Eh bien, je vais vous expliquer de manière précise comment j'ai réussi à faire le graphe. Eh bien, je me suis basé juste sur le slide précédent. Je rappelle les niveaux. J'avais le niveau J. Premier niveau, il contenait le point J. J'ai laissé un peu d'espace. J'ai placé les sommets KU, c'est-à-dire le deuxième niveau. J'ai laissé un peu d'espace et j'ai placé le sommet S, troisième niveau. Donc je mets un niveau, je laisse un peu d'espace, je me déplace vers la droite, je mets le nouveau niveau et je continue jusqu'au point du dernier niveau. Donc j'ai commencé par placer juste les sommets. Ensuite, j'ai inséré toutes les flèches. D'où je sors les flèches? Eh bien, je suis retourné dans la matrice de départ pour prendre les valeurs et les mettre dans mon graphe jusqu'à obtenir toutes les flèches. Et comme vous le remarquez, et comme ce que j'ai dit précédemment, l'avantage d'utiliser les niveaux, c'est que toutes les flèches regardent de la gauche vers la droite. Et donc j'ai une sorte d'orientation globale de mon graphe qui va du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Et cela va nous être très utile dans la recherche du chemin optimal. Dans cet exemple et dans la suite, nous allons essayer de chercher quel est le chemin le plus court partant de J vers E. Alors certains vont me dire, monsieur, il suffit de voir dans le graphe, et quelqu'un va me dire, je vais passer de J vers K, K vers T, T vers 1. Combien ça vaut ce chemin? 2 plus 3 plus 1. Il vaut 6. Quelqu'un d'autre va me dire, moi, monsieur, j'ai trouvé moins. Je vais passer de J vers K, 2. 2 plus 1, ça fait 3. Et plus 2, plus 5, déjà, ça fait 8. Donc c'est un chemin qui n'est pas intéressant. Alors, au lieu de continuer à tâtonner et de chercher comme ça manuellement quel est le chemin, et on peut arriver à la solution manuellement, mais n'oubliez pas que la recherche opérationnelle, ça je l'ai dit et je vais continuer à le redire. La recherche opérationnelle, c'est de trouver une méthode qui marche non seulement pour un petit exemple comme celui-là, mais qui est capable de traiter des problèmes de grande taille. Et la méthode du tâtonnement n'est pas une méthode de recherche opérationnelle. C'est une méthode pour comprendre peut-être une situation donnée. Bon, passons à la méthode, à la dernière étape de la méthode de Ford, qui va consister à calculer le chemin le meilleur. Alors, la procédure de la méthode de Ford va utiliser ce qu'on appelle une fonction petit m qui va calculer pour chaque sommet du graphe une valeur que j'appelle m. Pour le point de départ, la valeur mj sera égale à 0. C'est quoi ce m? Vous pouvez utiliser une sorte de métaphore en disant c'est comme un chronomètre qui est tout le temps au point de départ, la ligne de départ, le chronomètre il est égal à 0. Donc ce qui explique pourquoi m de j, valeur égale 0 au départ. Alors après, je vais calculer niveau par niveau et sommet par sommet
la valeur du chronomètre au niveau de chaque sommet. Autrement dit, quelle sera la distance la plus courte pour partir du départ vers tous les sommets du graphe. Et en faisant ce calcul, en parcourant le niveau 1, le niveau 2, et je terminerai par le dernier niveau où se trouve l'arrivée, j'aurai la réponse à ma question, c'est-à-dire la distance minimale du chemin entre J et E. Alors, la formule générale, même si dans la suite vous allez peut-être vous en passer de cette formule, parce que vous allez comprendre directement comment on fait manuellement, eh bien la formule générale, pour calculer la valeur d'un sommet X, il va falloir voir quels sont les précédents de ce point X. Et nous allons calculer la valeur du chronomètre pour chaque précédent et ajouter la distance séparant le précédent à X. S'il y a plusieurs précédents, nous aurons donc plusieurs calculs à faire et nous retiendrons le plus petit. N'oubliez pas qu'il s'agit du chemin le plus court. Si maintenant c'était le chemin le plus long, on retiendra le max. Voilà cette figure qui illustre le cas où un sommet a deux précédents, Y1 et Y2. Supposez que j'ai déjà calculé MY1 et MY2. Et je veux calculer M de X. Eh bien, M de X, je calcule MY1 plus 20, c'est-à-dire si je viens par ce chemin. Je calcule MY2 plus 15 et je prendrai la plus petite des deux, c'est-à-dire le minimum entre le fait de venir de Y1 ou de venir de Y2. Alors, pratiquons maintenant ça pour une meilleure compréhension. Là, vous avez tous les calculs, donc faisons-les étape par étape. Pour le premier niveau, nous avions déjà dit la fonction mj sera toujours égale à 0. Pour le deuxième niveau, regardez avec moi comment je vais calculer mk. Je regarde le graphe. Le point K, il a un seul précédent, c'est le point J. Donc je vais faire m de J plus 2. mj plus 2. Or, mj est égal à 0. Donc le calcul donnera 0 plus 2 et la valeur finale de mk sera 2. Pour mu, la même chose. mj plus 1. 0 plus 1 égale 1. J'ai terminé le niveau 2, je passe au niveau 3. Le niveau 3 contient juste le point S. Le problème pour le point S, c'est qu'il a plusieurs précédents. Le point K, le point J et le point U. Donc je vais devoir choisir parmi ces trois propositions. Alors calculons chacune d'elles. MK plus 1. MK plus 1. Comme MK est égal à 2, le résultat donne 3. Deuxième proposition, c'est MJ plus 3. MJ plus 3. MJ c'est 0. 0 plus 3, ça fait 3. Et la troisième proposition, c'est MU plus 1. MU, je l'ai déjà calculé, est égal à 1. Donc ça donne 1 plus 1, ça fait 2. Le minimum de ces trois propositions, c'est 2. Autrement dit, le meilleur choix pour atteindre S, c'est de venir du point U et ne pas venir de K ou de J. Alors, je répète l'explication, mais avec le niveau 4. Niveau 4, il contient deux points. MT, d'abord, ça sera MK plus 3, MT, MK plus 3, et le deuxième choix, c'est de venir de S, MS plus 1. Alors, MS plus 1, je fais mon calcul parce que j'ai déjà MK, c'est 2, j'ai déjà MS, c'est 2, je remplace et j'obtiens le minimum entre 5 et 3 et je note 3. La même manière, je vais calculer ML, soit je fais MS plus 2 ou MU plus 4.
Je choisis le plus petit, ça donne 4. Et petit à petit, j'avance niveau par niveau et je finirai par atteindre le dernier niveau, celui où se trouve l'arrivée. C'est le niveau le plus important pour mon exercice. Parce que j'avais dit, je cherche le chemin le plus court de J vers E. Alors, ME, il y a 3 possibilités pour arriver à E. Donc, j'ai fait les 3 calculs. J'ai remplacé et j'ai trouvé comme valeur finale 4. Voilà donc, j'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu comment se fait le calcul. Retenez juste que nous sommes obligés de commencer toujours par le niveau où se trouve le point de départ et faire tous les calculs des niveaux suivants jusqu'au niveau où se trouve le point d'arrivée. Alors je ferai tout à l'heure une remarque qui va exclure les sommets qui ne sont pas entre le départ et l'arrivée. Dans cet exemple, tous les sommets se trouvent entre J et E. C'est pour cela qu'on a fait le calcul pour tous les sommets. Alors jusque-là, j'ai terminé les calculs, mais je n'ai pas encore dit c'est quoi le chemin le plus court. Alors, la dernière étape, l'obtention du chemin le plus court, qui va être aussi une forme de conclusion. D'abord, le dernier calcul de ME. Il est important. Pourquoi? Parce que E, c'est le point d'arrivée. Alors, comment interpréter le ME égale 4? Ben, ça veut dire que le meilleur chemin de J vers E va mesurer 4. Et vous êtes incapable de trouver un autre chemin qui mesure moins de 4. Donc, la valeur minimale sera égale à 4. Elle est obtenue donc par le calcul de M. Deuxième chose importante que tout le monde attend, je connais le point de départ et je connais le point d'arrivée, mais je n'ai pas encore dit quels sont les points intermédiaires qui vont nous permettre de passer de J vers E. Alors pour ce faire, c'est-à-dire pour reconstituer le chemin optimal, il faut procéder par une sorte de marche arrière, c'est-à-dire commencer par le point d'arrivée E. Le ME, on a dit, il est égal à 4. Comment on a obtenu ME égale 4? Si vous revoyez le slide précédent, vous allez voir que la valeur 4 a été obtenue par MT plus 1. Ce qui veut dire que pour arriver à E, il fallait venir du point T. C'est lui qui a donné la plus petite valeur. Donc j'ai reconstitué un premier lien de T vers E. Maintenant, je vais recommencer la même chose. Quel est le point qui permet d'arriver à T? C'est-à-dire, quel est le point que je vais mettre avant T? Je regarde le calcul de MT dans le slide précédent et je vais trouver que MT a été réalisé par MS plus 1. Ce qui veut dire que le point S est le mieux placé pour servir T. Et comme ça, je vais continuer à faire ma marche arrière jusqu'à ce que j'arrive à J. Alors, continuons. Pour le point S, je regarde le calcul de MS et je trouve que parmi les 3 choix qu'il m'est fait, c'est le calcul de MU plus 1 qui était le meilleur. Ce qui veut dire que le point U va servir le point S. Et je termine par regarder MU. Je trouve que MU, il n'y avait pas de choix. Il était directement lié à mon point de départ J, d'où le chemin J, U, S, T et E. Ou encore en abrégé, le chemin juste. C'est le chemin le plus court dans cet exercice. Quelques remarques pour terminer. D'abord, une remarque très importante que j'ai déjà soulignée, mais que je reprends ici. Il est inutile de faire le calcul pour tous les sommets d'un graphe, surtout les sommets qui se trouvent dans un niveau avant le point d'arrivée ou après le... je me corrige. Les sommets qui se trouvent avant le point de départ ou qui se trouvent après
le point d'arrivée, seront des sommets qui ne serviront à rien. Parce que de toute manière, nous cherchons à aller du départ vers l'arrivée. Ce qui veut dire que nous pouvons les exclure des calculs et carrément les exclure même du réseau de calcul et réduire les calculs juste au sommet qui se trouve entre le départ et l'arrivée. Deuxième remarque, c'est une remarque qui peut arriver surtout quand vous faites les calculs des valeurs m pour les sommets, c'est possible parfois de tomber sur des égalités. C'est-à-dire que vous avez deux points qui donnent la même valeur, ce qui va se traduire par deux chemins possibles à la fin. Donc c'est tout à fait envisageable que dans un problème, vous trouvez plusieurs chemins les plus courts. Dernière remarque, que j'ai déjà évoquée quelque part dans ma présentation tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi vous demander de chercher le chemin le plus lent. Alors, toute la procédure présentée dans ce cours reste valable. La seule modification, c'est au lieu de chercher le minimum entre les propositions, vous remplacez le minimum par le maximum. Voici un exercice qui permet de réviser la méthode de forme. Alors, vous remarquerez avec moi que j'ai donné deux questions, une pour le chemin le plus court et une pour le chemin le plus long. Bon courage et à bientôt.